Hello à tous, bonjour tout le monde. Donc, comme je le disais en début d'épisode, bienvenue pour l'épisode 6 du Salon de thé, décidément, on en a de plus en plus, c'est fou. Et aujourd'hui, on accueille Marie de la boîte à curiosité, qui est juste à côté de moi, et qui va nous parler aujourd'hui de l'humour et des costumes dans ses vidéos de communication scientifique. Bonjour Marie. Bonjour Emma. Bienvenue dans ce 6e épisode du Salon de thé. Vous êtes jeune, vous êtes merveilleuse, vous êtes talentueuse et aujourd'hui nous allons parler de votre chaîne et de votre travail. Ce que je vous propose à tous, c'est que pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la chaîne de Marie, et je pense qu'elle peut carrément multiplier par 100 son nombre d'abonnés cette année, c'est un pari que je vous lance, on découvre ensemble un extrait vidéo et je pense que ça suffira à vous convaincre de la suivre. C'est parti. Tu ne passeras pas! Oh là là, petite bouche, vue sur l'océan, personne, la place est libre. Et moi je reste, hein. Je suis refait là. Une fois bien installé, il va commencer à extraire le sang du poisson à l'aide de ses 3 premières paires d'appendices. Puis il va grossir et muer. Et il va continuer à pomper la langue jusqu'à ce qu'elle s'atrophie complètement et qu'il n'en reste plus qu'un petit mignon moignon. Excusez-moi monsieur, les abysses c'est par ouf. Vous avez vu mon fils, il s'appelle Mimo. Et voilà, vous avez probablement reconnu Pierre Carnard qui était avec nous vendredi dernier, mais cette fois-ci c'est de Marie que nous allons bel et bien parler. Est-ce que vous avez repéré les testicules du coup sur la peau droite? Parce que moi j'ai même pas pensé à le regarder dans ma concentration ultime. Non, je crois que sur le plan avec Pierre, elles y sont pas. Ah, c'est pour ça. Parce que pour ceux qui viennent de débarquer, bonjour, bienvenue dans cet épisode fraîcheur. Marie était en train de nous expliquer qu'elle avait fait des testicules à sa peau droite avec des petits ballons cœur. Donc voilà. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu la boîte à curiosité? Quel âge ça a? De quoi tu parles? Quel est le concept? Oui. Eh bien, la boîte à curiosité, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique tout à fait axée pour l'instant biologie et insolite dans la nature, on va dire. Le premier épisode est sorti il y a presque un an, donc c'est tout jeune encore. Et voilà, j'y parle de mœurs étranges dans la nature pour mieux apprendre à l'aimer. Est-ce que tu peux, parce que tu me l'as déjà expliqué, mais je te propose de l'expliquer pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, quel est ton background académique et autrement expérientiel? Eh bien, je suis à 3000% issue d'une formation artistique. J'ai suivi un parcours d'art appliqué, de métier d'art sinon. J'ai fait 5 ans dans une école à Paris qui s'appelle Olivier de Serres. J'ai fait de la céramique et j'ai fait ce qu'on appelle du matériau de synthèse, qui est toute la technique autour de la résine, la sculpture, le moulage, etc. pour ensuite déboucher sur des métiers comme accessoiriste dans le cinéma ou la télé. Donc vraiment l'accessoire en général, ce qui explique ce que je fais sur la chaîne. Et voilà, après pour autant toujours un pied dans la science par passion. Et j'ai fait mon mémoire d'école d'art sur l'art et la science. Et par la suite, j'ai sorti une marque de bijoux qui était vraiment autour de l'insecte et de l'art. Donc voilà, toujours les sciences quelque part qui gravitaient même dans l'art. Je vous recommande vivement d'ailleurs d'aller d'aller voir ces créations. Le compte Instagram s'appelle, et mince, je l'ai fermé en douille de moi, Les Curiosités de Marie, si je ne me trompe pas. On vient d'y faire un passage ensemble et c'est absolument magnifique. Et comme tu l'expliquais, ce sont donc des moulages d'insectes, entre autres. C'est ça. En fait, ce sont des vrais insectes que je dépiote et j'en moule certaines parties pour en faire des pendentifs. Je fais aussi j'ai fait des luminaires aussi. J'ai moulé des crânes de coyotes. J'ai fait des tirages de ces crânes-là en résine pour en faire des lampes. Donc je fais plein de trucs. Après, surtout des bijoux, et puis il y a aussi des petits ossements. J'ai moulé des petits ossements pour faire des petites vertèbres de serpent, pour faire des petits pendentifs et tout. Et alors, Saïchemia qui dit Marie fait aussi de très jolis dessins. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas s'ils sont très jolis, mais ils appuient vachement mon propos justement dans ce que je fais dans mon travail. Et j'essaie de rester dans cet esprit pop coloré et un peu fou. Et ces illustrations, vous pouvez les retrouver sur mon blog
la boîte à curiosité tout attaché.fr. Il y a une section illustration. Ou alors, généralement, tous les articles de blog que je fais, je les illustre directement. Le côté artiste, c'est quelque chose qu'on ressent à 300% dans ce que tu fais. Hein. Je trouve que tu es une femme accomplie sur bien des domaines d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qui contribue aussi à la qualité de ta communication scientifique. Comment est-ce que tu en es arrivée à créer des vidéos autour de la science, puisque c'est quelque chose qui, j'imagine, n'entrait pas encore dans tes qualifications. La vidéo, c'est encore un domaine à part. Comment est-ce que tu en es arrivée à ce média de communication ? Après, comme je suis accessoiriste de métier, on va dire que la vidéo, c'est quand même quelque chose que je connais, même si je ne l'utilisais pas à des fins personnelles. Et c'est un média qui me paraît tellement utile et qui parle énormément aux gens. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui communique beaucoup par l'image, donc que ça soit le dessin, la photo ou faire des costumes, etc. Tout ce qui est visuel, pour moi, sert un propos et c'est toute la base de la boîte à curiosité, en fait. C'est pour ça que je fais des costumes. Et voilà. Tu savais dès le début que tu allais vouloir incarner dans tes vidéos ? Non. En fait, je me suis inspirée de Isabella Rossellini, qui fait le green porno. Oui. Je sais pas si tu D'ailleurs, connais. Tu as été comparée à Green Porno récemment par Télérama. Ouais. C'est juste génial. Et en fait, mon père me montrait ça quand j'étais plus jeune et ça m'a hyper marqué. Et en fait, toujours cette chose de me dire, ok, une image sert un propos et ça imprime tout de suite. C'est un peu comme dans C'est pas sorcier avec Jamie qui faisait ses maquettes. En fait, c'est une manière de servir l'apprentissage qui est juste géniale. Et c'est ce que j'aurais aimé peut-être voir plus à l'école et qui a fait que j'ai pas pu forcément déboucher sur une filière scientifique parce que j'avais beaucoup de mal à me représenter les choses. Quand je faisais des géométries ou que je faisais des maths, j'avais beaucoup de mal à me représenter les choses. Et je me suis toujours dit, voilà, si on me l'avait peut-être présenté différemment. Maintenant, ça marche pour beaucoup de monde, hein, la méthode académique. Je remets pas ça en question, mais c'est vrai que pour moi, c'était un apprentissage que j'imprimais pas du tout. Et du coup, voilà, ce travail de se dire, ok, comment, à partir de toutes ces choses visuelles, on peut en ressortir le meilleur et les traits, les traits, par exemple, de caractéristiques physiques hyper importants dans un animal. Par exemple, le pangolin, on sait qu'il a des écailles, on sait qu'il a un museau allongé, même si c'est très grossier dans le costume, au moins on imprime quand même certaines informations qui, mine de rien, sont utiles. C'est tout le but. C'est ce que j'admire beaucoup dans ton travail, d'ailleurs, c'est ta capacité à extraire les aspects importants d'un animal. Enfin, moi, je trouve qu'on sent la patte artistique, mais t'arrives très bien, je suis en train de montrer tes photos à l'écran. On voit très bien que tu arrives à extraire les caractéristiques principales d'un animal pour faire un costume qui est vraiment marquant. Donc voilà, là on a je regarde beaucoup de vidéos. Dès que je choisis un animal, je regarde énormément de vidéos, je regarde énormément de photos pour me dire, ok, souvent je vais les montrer même aux membres de ma famille, je leur dis, ok, t'as cet animal, qu'est-ce qui te frappe le plus? Ah bah là c'est vrai qu'il a des écailles, ah bah là c'est vrai qu'il a ça, ou la limace léopard elle a des taches, ou elle va avoir ça, cet aspect un petit peu mucus gluant. Donc j'essaye en fait toujours de travailler par mots-clés en me disant, ok, écailles, peau, dents, loupiote pour la baudroie, et une fois que j'ai vraiment une dizaine de mots-clés, je peux travailler sur mon costume. Mais il y a vraiment cette étape de mots-clés où je me dis, ok, qu'est-ce qui frappe visuellement en premier dans l'aspect de cet animal pour ensuite en faire un costume. Je me lance jamais en mode, ok, je fais un costume. C'est vraiment mots-clés et je vais faire plein de croquis. Je me dis, ok, là, ça marche comme ça. Ok, pour la baudroie, il y a des testicules. Comment je vais faire? Parce que c'est important quand même de le montrer. Donc, voilà. On se retrouve avec un résultat qui est super impactant. Tu vois, hier, je disais à mes parents, dans un engouement absolument fou, oh, mais demain, Marie, elle va nous ramener son costume de pangolin pendant l'épisode, ça va être génial. Et ma mère qui me fait, mais je sais même pas à quoi ça ressemble un pangolin. Et toi, justement, tu arrives à trouver ces clés, ces costumes qui sont hyper marquants, qui font qu'une personne qui va voir tes vidéos va se souvenir de façon... je pense que le souvenir en sera indélébile de ce à quoi ressemble l'animal. Et ça, c'est absolument extra. Comment est-ce... Oui. Pardon. Non, pardon. Après, ils sont pas hyper ressemblants à 10 000%. Et le but, c'est aussi de faire quelque chose d'interprété. C'est pas fidèle à la nature, sinon ça serait un peu inquiétant.
Mais au moins, ouais, la forme générale et les caractéristiques physiques principales. Voilà, on en retient le principal. J'essaye toujours dans les vidéos de mettre une photo réelle de l'animal, justement, pour pas que les gens se fassent une image de l'animal et qu'ils l'aient jamais vu. Et une fois qu'ils ont vu la vidéo et qu'ils ont l'étincelle de curiosité, qu'ils aillent voir, voilà, c'est quoi un pangolin, mais c'est quoi une baudroie, à quoi ça ressemble, ouais, mais c'est trop moche, ouais, mais c'est trop beau, mais en fait ça fait ça, waouh. C'est vraiment mettre le déclic de curiosité dans la tête des gens. On va parler vite fait du pangolin parce que je pense que c'est un sujet d'actualité. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que tu fasses une vidéo dessus pour que... Enfin, moi c'est en tout cas ce que j'en ai perçu pour éviter le backlash contre les pangolins. Parce que c'est vrai qu'on a parfois des réflexes un peu idiots de se dire « Bon, bah, il a véhiculé ça, du coup, c'est un animal tout pourri, il faut l'exterminer. » Et il y a un message très écolo, en fait, dans tes vidéos que j'apprécie énormément et de conservation de la biodiversité. Tu peux parler un petit peu de ta démarche par rapport à ça ? Oui, dans chacune de mes vidéos, j'essaye d'avoir un aspect très sensibilisation. Pour moi, c'est vraiment hyper important. C'est bien d'apporter de l'humour, c'est bien d'apporter de l'info, mais mettre un contexte qui sensibilise, c'est encore mieux. Pour l'araignée pan, j'avais parlé un petit peu des feux en Australie. C'est vrai qu'on a parlé vachement des koalas, des kangourous, etc. parce que c'est des espèces carrément emblématiques et les gens s'y attachent vachement. Mais qu'en est-il du petit monde invisible des forêts australiennes qui est parti en fumée également et dont on parle moins parce qu'elles sont moins visibles? Donc voilà, pour l'araignée pan, ça me paraissait hyper important de dire « Ok, les gars, on a vu toutes ces images de marsupiaux, d'oiseaux, etc. Mais il y avait plein d'autres choses en fait et on n'y pense pas forcément. Donc j'aime vraiment mettre cet aspect-là. Et comme je le faisais dans mon travail de bijou, en fait, c'est comment je vais réussir à réconcilier les gens par l'image à des espèces aussi qui font pas forcément envie. Et que je trouve, le pangolin, je me suis dit, waouh, la vache, il va prendre une claque sévère. Déjà qu'il est mal barré, ça va être catastrophique avec le coronavirus. Donc j'aime bien dire, bon, oui, on a des a priori, mais regardez quand même plus loin que ce qu'on vous dit. Et en fait, il y a plein d'autres choses merveilleuses. Et le pangolin, bon, après, comme je te l'expliquais, je suis pas confinée dans mon lieu de logement habituel. Donc j'avais pas mon décor, etc. C'était un méga challenge de me dire, bon, est-ce que je fais un épisode, mais du coup, il y aura pas le même décor. Et j'ai eu plein de discussions avec des gens qui m'ont dit, écoute, c'est important aussi que tu le fasses en tant que vidéaste, même si ça te sort de ton confort. C'est un marqueur historique sur ce qui se passe. Donc profites-en en fait. Mets ça à ton avantage. Et je me suis dit, mais évidemment, je vais parler du pangolin. C'est maintenant en fait. C'est maintenant ou jamais. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai parlé. Parce qu'en fait, ça permet de casser des idées reçues. Il a été tellement mis au devant de l'écran dans un contexte qui est quand même hyper anxiogène, étouffant que les gens peuvent, malgré eux, en retenir une image négative. Et je voulais quand même remettre un petit peu de contexte là-dessus. Et c'est pourquoi je l'ai fait. C'est comme avec les rats, comme avec plein de créatures dont on a tendance à se dire immédiatement bah c'est pas beau, c'est pas joli. Mais je me souviens que j'avais fait une interview avec un expert justement sur les espèces parasites au Jardin des Plantes, justement, au musée d'histoire naturelle de Paris, et qui expliquait mais les rats ils sont capitaux pour maintenir une hygiène dans Paris, ils s'occupent des déchets, enfin ils contribuent à un écosystème qui est super important, et je trouve génial que quelqu'un comme toi se soit attelé à ce message de conservation de la biodiversité, y compris pour ces espèces qui sont peut-être moins attirantes, moins pipou qu'un panda, mais qui sont tout aussi importantes, même sans, tu vois, parler d'une araignée pan, y a plein d'autres espèces qui sont pas considérées parce que c'est un petit insecte noir avec le nombre de pattes habituelles et les élytres habituels, mais qui sont hyper importantes pour la biodiversité. Et je trouve que tu as une façon de communiquer visuellement qui renverse complètement notre perception des choses et qui ne peut que servir à préserver des espèces qui sont très importantes. C'est ça. C'est ce que j'avais essayé de véhiculer aussi quand j'ai fait mon petit documentaire où je vais à l'association Faunalfort rencontrer les personnes qui s'occupent des pigeons, juste parce que pareil, les pigeons sont un peu mal aimés. Et pourquoi on les déteste? En fait, parfois on se dit mais en fait pourquoi? Je sais pas, c'est ancré. Je sais même plus pourquoi je fais ça. Pourquoi j'éclate une araignée au plafond déjà? Je sais pas. Et pour revenir sur cette histoire de rat, j'étais allée voir une conférence qui parlait des animaux justement en ville, et j'avais appris une anecdote juste géniale. En fait, on se rend pas compte à quel point les rats en ville sont importants, plein de choses, notamment leur utilité dans les égouts. Et en fait, à Londres, il y a quelques années, c'est assez récent, ils ont un énorme souci parce qu'ils ont voulu éradiquer énormément de rats, et à tel point qu'en fait, il n'y en avait presque plus.
et ils ont eu un énorme problème au niveau des égouts. Il s'est créé quelque chose qui s'appelle un fatsberg, qui est en fait un iceberg de gras mélangés issus de matières diverses joyeuses. Et ils se sont retrouvés avec cette espèce de masse de gras gigantesque. Je crois que ça faisait même plusieurs kilomètres. C'était un truc de malade qui n'était plus décomposé, puisqu'en fait, c'est les rats qui s'en occupent dans les égouts. Comme il n'y avait plus de rats, les graisses n'étaient plus décomposées, n'étaient plus recyclées. Et du coup, ils se sont retrouvés avec les égouts complètement bouchés. Et ils ont dû, je crois, même réintroduire en fait, des rats, parce que c'était... Voilà, alors oui, c'est dégoûtant, il faut les exterminer, mais comment on peut doser ça, en fait, puisque finalement, ils ont une utilité. Et c'est assez marrant de voir ça, ce rôle des animaux qu'on oublie, en fait, dans la ville, même si c'est nous qui avons construit la ville, en fait, il y a quand même des animaux qui y vivent et qui ont même une fonction dans cette ville. Et voilà, c'est vraiment... C'est ce qui me plaît de raconter aux gens, en fait. C'est tout ça, c'est de casser ces idées reçues sur ces animaux qui nous font un peu... qui nous dégoûtent un peu au fond, mais voilà. J'essaye de les remettre un peu dans l'empathie des gens, et j'essaye de leur faire regarder le monde différemment. La prochaine fois qu'ils verront un pigeon ou un rat, j'espère qu'ils se diront « Ah, c'est moche, mais quand même, c'est cool !» D'autant que le c'est moche, c'est vraiment une réaction qui a été ancrée en nous, mais qui n'est pas forcément justifiée. Un rat, c'est absolument sympathique. Bon, un pigeon, je comprends qu'avec les yeux de côté, ça a l'air un peu con, mais en réalité, c'est super intelligent. Pour ceux qui s'intéressent au fatberg, je me permets de faire une parenthèse. J'ai écrit un article là-dessus pour Maxi Science il y a 2 ans. Donc voilà, si jamais vous voulez comprendre comment ça fonctionne et pourquoi il ne faut pas jeter votre huile de friture et vos lingettes voilà, aux toilettes, c'est le moment d'aller le lire. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Testicules, bouchon de gras dans les égouts. Et il est 11h10, on mange quoi à midi? Je sais. Et je sais plus ce que je voulais dire quelque chose, mais j'ai complètement oublié. C'est super intéressant, et je pense que la notion de cohabitation avec les espèces animales, elle a vraiment besoin d'être réhabilitée. Si, c'est ça que je voulais te dire, et te demander surtout, est-ce que tu as des retours d'enfants, ou en tout cas de jeunes publics, parce que je trouve que ta chaîne est très complète, très intéressante, elle peut tout à fait s'adresser à un public d'adultes, mais il y a aussi ce côté ludique et amusant qui pourrait fonctionner avec des enfants, donc quel retour tu as par rapport à ça? Alors, quand j'ai lancé le format de Elle est pas belle la nature, je partais vraiment sur du 30 millième degré pour les adultes, et c'est pour ça que je joue vachement avec le côté enfantin, la musique insupportable, etc. C'est vraiment du 100 millième degré. Je me suis dit, mon public va avoir mon âge, et en fait, pas du tout, parce que j'utilise quand même des expressions vulgaires, hein. Je peux caler quand même quelques gros mots, etc. Et je me suis dit que j'aurais pas du tout d'enfants ou de jeunes en dessous de 20 ans, quoi. Et en fait, au final, j'ai plein de parents qui m'ont écrit, j'étais morte de rire, ou des profs de SVT qui m'ont dit « Mais moi, j'ai trop montré l'araignée pan, elle est au programme cette année, à mes élèves de 6e. » J'étais waouh, en fait, ça parle aux plus jeunes aussi, et c'est super. Et récemment, il y a un papa qui me suit sur Twitter, qui m'a envoyé un message de sa fille, trop mignon, un vocal avec écrit « Marie, j'aime trop ce que tu fais, c'est trop mignon. » Donc au final, il y a des enfants qui... En fait, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, qui même au final comprennent peut-être pas le mot technique ou l'aspect un peu complexe de la biologie qu'il y a derrière le propos, mais qui impriment l'image et qui en fait disent le pangolin je connais parce qu'il a des écailles, parce que etc. Donc en fait au final ça fonctionne aussi avec les enfants, même si le langage est peut-être pas si adapté. Le visuel, en fait, les marque. Donc, c'est assez drôle. Et ça, je m'y attendais pas du tout parce que je m'étais dit que mon public serait de mon âge, en fait, tout bêtement. Et au final, ça fonctionne pas mal. Donc, c'est assez rigolo de voir ça. C'est intéressant. Donc, les costumes amènent vraiment un intermédiaire entre le jeune public et ce que tu fais. C'est un autre des intérêts de la chose. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du processus de conception, fabrication de tes costumes? Oui, je pars sur... j'aime bien me mettre le challenge de vas-y 100% recyclé. Alors parfois je peux rajouter des petites choses. Pour les testicules de la Baudroie, j'ai quand même commandé 20 ballons violets en forme de cœur parce que c'est assez spécifique. Mais sinon, là pareil, comme je suis confinée hors de chez moi, j'avais pas mon matériel habituel, mais le minimum, un pistolet à colle et de la peinture, ça suffit. Et j'ai pris pour le pangolin du carton et une vieille combi de peinture jetable. Et j'en ai fait un costume de pangolin. Donc, en fait, je pars aussi de ce truc de me dire, qu'est-ce que tu as sous la main qui va faire que tu vas réussir à en faire quelque chose. C'est vraiment pas, je dessine mon truc en me disant, il faut que j'achète ça.
Non, c'est vraiment, ok, comment tu recycles la matière que tu as sur place et t'en fais un truc complètement voilà, fou. Et voilà, et si tu veux, je peux te montrer le pangolin, si on le voit. Tadam, de dos, avec la casquette. Il a résisté au choc, je suis quand même montée dans les arbres avec, j'ai fait des roulades dans la terre et ça va, il a pas trop mal tenu le coup. Mais donc voilà, en fait, c'est que du carton découpé, avec les petites griffes. Et la combi de peinture, en fait, tout bêtement, quoi. Tu vois? Tout bêtement, mais pour un effet assez chouette quand même. Voilà. Donc après, je joue sur les grandeurs des écailles. J'ai fait des petits yeux, donc j'essaye toujours de mettre les caractéristiques physiques. Je me suis dit, mais comment je vais faire avec la capuche pour faire une tête allongée? Et puis là, j'ai fait, bon, bah, casquette. Comme les gouroumis, les pyjamas intégraux, là, les espèces de grenouilles. Je me suis dit, ah, bah, la casquette, ça fonctionne bien. Et voilà, c'est juste du carton, en fait. Un peu de peinture. Et après, beaucoup de patience, quand même, parce que découper les écailles, je me suis fait quelques cloques aux mains. Je vais pas vous cacher. Voilà. Du coup, tu parlais de patience, c'est une autre de mes questions. Ça te prend combien de temps en moyenne pour faire un costume? Bah, si on enlève le dessin, la recherche, etc., qui prend déjà du temps, la conception même, c'est une journée entière, franchement. Entre préparer les matières, les découper, les assembler, voir si ça fonctionne. Parfois, je vais faire un dessin et en fait, ça va pas fonctionner forcément. Il y a des choses que je vais réadapter. Mais ouais, c'est une bonne journée de boulot quand même. Ça semble très peu en fait pour quelqu'un qui n'a pas du tout ces compétences-là. C'est assez admirable. Ça me paraît. Ouais, non, moi, c'est hyper long. Et en fait, je travaille toujours dans ce truc de me dire, je veux pas que ça ait l'air prétentieux à l'écran et qu'on se dise, waouh, le costume est incroyable. Je veux aussi que ça ait cet aspect un peu recyclage. Je trouve que c'est encore plus drôle. Donc, faut pas que je fasse quelque chose de trop léché. Donc, je me force à. Voilà, j'essaye de pas trop découper droit et que ça ait vraiment l'air fait main. Et... On a Célie qui demande, est-ce que tu gardes tes costumes après les vidéos? Oui. Alors, en vrai, c'est horrible parce que parfois je me dis, bon, tu devrais les jeter quand même parce que je ne pourrais jamais les reporter. Enfin, je peux, mais comme ils sont faits vraiment pour être utilisés une fois, souvent il y a des trucs qui... J'ai perdu je sais pas combien d'écailles sur le pangolin, etc. Et puis, bah, en même temps, je suis attachée, quoi. Donc, je les garde chez moi. C'est horrible, c'est en train d'envahir complètement mon espace de vie. Pierre Cardin est reparti avec son costume de poisson et ça, j'étais vraiment morte. C'était tellement drôle. Il est reparti avec son sac Ikea avec son costume de poisson. Il m'a même envoyé une photo de son poisson dans son salon, donc j'étais vraiment éclatée de rire. Mais ouais, non, je les garde. J'arrive pas à les bazarder, quoi. Je suis attachée. Je suis attachée à tous ces petits. T'es leur maman. Non, et puis je vous dis, hein, ça peut me resservir. Je sais rien, si un jour je fais une conférence, je peux quand même les ramener, les rabibocher, enfin les rafistoler s'ils sont cassés. Mais oui, je les garde. Il y a eu un moment où je me suis dit que je voulais les faire gagner aux gens. Mais comme ils sont pas faits pour être portés tout le temps, comme ils sont fragiles, ben, je l'ai pas fait. Mais je veux pas les jeter. De toute façon, il y aura une exposition qui te sera dédiée au Muséum national d'histoire naturelle dans 5 ans, donc c'est bien de les garder pour... Voilà. Ouais, je suis sûre. Et du coup, comment est-ce que tu adaptes... Enfin, est-ce que la vidéo se tourne autour des costumes? Est-ce que tu adaptes tes éclairages, ta colo autour des costumes? Ou est-ce que c'est les costumes qui vont s'adapter au format? Non, après j'essaie toujours de réfléchir en couleur pour voir comment la lumière peut s'adapter, mais non, c'est avec Alessandro, quand on a le costume, on l'essaye à l'écran, on pose la caméra et on fait des tests d'éclairage et on essaye aussi de jouer sur l'environnement de l'animal en question. Donc si c'est la beau droit, bah, comment faire que ça ait un petit peu un aspect aquatique un peu sombre, comment faire ressortir le violet. J'avais collé des petits strass aussi, si on regarde, ça fait un peu écaille, peau qui brille. D'apporter et de jouer avec la lumière un maximum parce que ça fait encore plus ressortir le visuel. Donc clairement, c'est la lumière qui s'adapte et pas le costume, quoi. D'accord. Et flûte, je me retrouve à perdre mes pensées à chaque fois. Bah, du coup, je vais en profiter pour montrer aux gens qui sont là des photos de Lisa Buckley, que je sais pas si tu la connais.
qui est une ornithologue et qui se sert du maquillage. Alors vous pouvez la suivre, elle fait un hashtag birdglamour sur Twitter et elle se fait des maquillages à partir des caractéristiques physiques, chromatiques des oiseaux qu'elle étudie. C'est assez sympa comme résultat. Elle fait un peu peur parce que du coup elle a un côté Black Swan. Comment ? Ça s'écrit comment, Buckley, pardon? Buckley. Ah. Alors. Je connais pas du tout. Il y a PH qui dit « J'ai quand même découvert Marie parce qu'elle était habillée en licorne aux frames au milieu d'une palanquée de youtubeurs. Son costume a vraiment fait la différence. » Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça, en fait, quand je suis partie aux Frames, comme il y avait le jury, il fallait faire un pitch, en fait, de 5 minutes sur scène, etc. Et que, à l'époque, j'avais que mon premier épisode sur Darwin, et que dans l'épisode sur Darwin, je suis de A à Z habillée en licorne. Je me suis dit, je vais rester dans mon personnage. En fait, j'ai ramené mon pyjama licorne et je suis restée dans la rue et pendant toutes les journées du Frames habillée en licorne. Voilà. J'ai une photo avec Fred Courant de ex C'est pas sorcier en pyjama licorne. Voilà. Et ça, c'est la classe quand même. Et ça, c'est quand même cool. Est-ce que pour chacun de tes costumes, il y a une personnalité qui va se créer, soit par travail, soit tout naturellement Je sais pas si ma question est claire. Est-ce qu'il y a un personnage qui se crée autour du costume quand tu tournes une vidéo? Oui, par exemple, j'espère que je réponds bien à tes questions, mais par exemple pour le blob, comme en fait c'est ce qu'on appelle blob est un stade de vie de Physarum polycéphalum, ce n'est qu'une étape en fait, il a plein d'étapes de vie et ce qu'on appelle blob c'est vraiment une de ces étapes-là qu'on compare souvent à l'adolescence. Pour moi c'est tout bénef parce que du coup j'ai essayé de créer un espèce d'adolescent désagréable à l'écran qui regarde son téléphone et pareil c'est comment je vais tirer parti des caractéristiques aussi bien physiques que comportementales pour en faire des personnages voilà, à chaque animal vraiment sa personnalité différente, clairement. Tu as des cours de théâtre ou d'acting derrière toi ou pas du tout? C'est naturel? Non. Alors non, c'est pas naturel, faut pas abuser. Comme je le dis souvent, il y a un an, j'avais énormément de mal à même me prendre en photo. C'est hyper dur de se regarder en fait. C'est hyper dur. Clairement, le fait d'avoir fait mon premier épisode sur Darwin, vu que ça s'est fait dans le cadre d'un concours, j'avais pas vraiment le choix de me mettre devant la caméra. Maintenant, il y a eu quand même un boulot derrière la caméra. Enfin, je veux dire, hors tournage monstre avec Alessandro. Enfin, oui, quand je suis arrivée au Muséum d'Histoire Naturelle pour tourner la première séquence du premier épisode, j'avais pas le choix, etc. Mais quand même, voilà, Alessandro m'a fait travailler on a fait des petits exercices que lui connaissait parce que lui a fait du théâtre. Il m'a fait faire des petits exercices, etc. Donc il y a eu quelques crises de nerfs, voire même des pleurs au début tellement ça me faisait flipper. Donc il y a du travail quand même. Voilà, c'était beaucoup d'exercices, etc. Maintenant, ce qui m'a aidée, c'est de me dire bon, oublie la caméra parce que c'est vrai que souvent on voit la caméra et on se dit waouh, c'est horrible. Et bon, je l'oublie, je me mets justement c'est aussi pour ça que je porte des costumes, je pense, parce que je me mets dans la peau un peu comme un costume de clown en fait. Tu te mets dans une autre peau et t'oublies qui tu es. Donc ça m'aide beaucoup. Mais ouais, il y a du boulot. J'ai pas fait de théâtre ou quoi, mais quand même, il y a du boulot de préparation pour oublier la caméra, affronter ses peurs, apprendre à se regarder. Et il y a un exercice que m'a fait faire Alessandro au tout début qui était hyper intéressant, en fait, où il me disait, voilà, tu te mets devant la caméra, tu fermes les yeux, et il me décrivait un monde imaginaire, et j'essayais de me planter un décor imaginaire, et vas-y, là, t'es là, vas-y, touche ça, etc. Et ça n'existait pas, et j'étais en mode, mais c'est nul ton exercice, franchement, c'est nul, je comprends pas. Et un peu comme dans Hook, quand les enfants disent, fais marcher ton imagination, Peter, exactement pareil. Et ça m'aide, et quand je mets mon costume, je m'imagine dans l'eau en beau droit et j'essaye de me créer un monde dans lequel je me sens bien et dans lequel tout est permis en fait. Donc c'est pas non plus inné quoi, il y a du travail. Est-ce que tu peux expliquer qui est Alessandro et comment ce qu'il apporte dans tes vidéos? Est-ce qu'il est là au cadrage? Est-ce que...
Bah, Alessandro gère, c'est le réalisateur, c'est lui qui gère tout de A à Z au niveau de l'image, de la technique et de la lumière. Donc, c'est 50% du boulot, clairement. Donc, moi, je fais tout ce qui est recherche, écriture. Je fais un peu de direction artistique pour dire, voilà, moi, je vois ça, 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 mais c'est lui qui donne naissance à l'image. Hein. Clairement, sans lui, je pourrais pas faire le 10e de ce qui se passe. Et comme c'est un passionné de nature aussi et qu'on vit ensemble, bah, ça aide. Et du coup, il y a une émulsion d'idées et de passions qui se rejoignent. Mais voilà, c'est un amoureux de l'image. Mais voilà, sans lui, ça serait pas du tout la même chose. Je dis souvent que c'est hyper important de s'entourer dans le travail. On a aussi une autre personne parfois qui nous file des petits coups de main sur les FX, tout ce qui est séquence sur des points verts pour faire des incrustes, etc. Mais comme je te le disais, je suis très attachée à l'image et c'est pour ça qu'on est maniaque là-dessus et qu'on veut. Comme le propos sert autant que l'image et que l'image sert le propos, il faut que tout soit parfait et tout soit hyper parlant. Donc, ouais, c'est un binôme créatif. Bien créatif. C'est super intéressant. Votre collaboration, enfin, tu parlais du fait que tu apportes un peu de direction artistique, mais du coup, c'est vraiment deux visions qui se complètent ou... Enfin, parce que tu parlais beaucoup du fait que la réalisation s'axe autour des costumes. Du coup, comment est-ce que vos deux visions se complètent ? On se met ensemble sur le set et on regarde et on échange. Et parfois, moi, je vais voir quelque chose et je vais tenir le morceau comme pas possible, je vais être bornée comme pas possible, et lui va me dire, mais Marie, je te dis, fais-moi confiance, et je fais, mais non, ça va pas marcher, etc. Et après, je regarde les rushs, je fais, ok, c'était pas mal, en fait. Donc, on se laisse de l'espace dans la création, tous les deux. Je fais de la direction artistique, je lui dis ce que je vois, et lui, après, adapte, retransforme, etc. Mais il a son espace créatif dans le projet complètement. Je suis pas en train de le brider dans ses idées, au contraire. Et il est complètement complémentaire dans mes idées. Super. Est-ce que tu as eu des demandes par rapport à tes prestations? Enfin, décidément, je suis pas réveillée ce matin. Est-ce qu'on t'a proposé de venir faire des interventions, que ce soit en école ou en conférence, avec tes costumes, justement, parce qu'il y avait une reconnaissance de la plus-value que ça apportait? Pas encore. Comme c'est tout jeune, le format de Elle est pas belle la nature, j'ai lancé fin décembre. Donc c'est hyper, mine de rien, c'est assez récent. Après, j'ai l'ENS qui m'a contacté pour participer à leur festival de vulgarisation qui a été décalé du coup en octobre. Il y aura une table ronde. Après, du coup, on n'a pas trop parlé de ce qui allait se faire, etc. Mais je suis carrément partante pour venir avec mes costumes. Avec Elodie Chabrol aussi, on avait envie de faire des choses. On verra comment ça se passe après une fois que tout ça sera tassé, le confinement, etc. Mais on avait envie de faire des choses autour de ça, justement, parce qu'elle, ça l'a fait délirer. Donc oui, j'ai quand même des gens qui m'en parlent. Elle pourrait faire une super licorne avec une crinière qui a des pointes roses, ça lui irait super bien. J'espère qu'elle écoute. Allez suivre Elodie Chabrol, elle est merveilleuse. En plus de Marie, oui. S'il vous plaît. Rendez-vous ce service. Comment est-ce que tu vois la chaîne évoluer? Est-ce que c'est un format que tu vas continuer de développer? Parce que moi je trouve qu'il est déjà très abouti en fait comme format, mais j'imagine qu'en tant que perfectionniste tu y vois beaucoup de progrès et d'évolution que tu pourrais y amener. Comment tu le conçois? Le fait d'être confinée, d'avoir dû adapter le format, ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a fait prendre beaucoup de recul parce que comme je suis assez maniaque et que j'aime bien avoir ma trame de chaque épisode qui se ressemble, etc. Là, ça m'a forcé à me dire, ok, comment tu composes sans ton décor, sans tes affaires, comment tu vas faire pour quand même créer quelque chose. Ça m'a fait prendre énormément de recul et au final, Elle est pas belle la nature, c'était hyper chouette pour commencer à s'entraîner. C'est un format qui est court. Donc ça m'a poussée à apprendre à travailler en synthétisant mon propos, synthétisant l'image, en vraiment... ça m'a fait travailler aussi bien l'écriture que plein de choses. Maintenant, j'ai envie de faire des formats différents, clairement. Elle est pas belle la nature, je vais le garder, c'est sûr, parce que je l'adore et je m'éclate. Mais là, cette semaine, j'ai commencé à tourner un nouveau format beaucoup plus long. J'ai envie aussi de refaire de la fiction, comme on avait fait pour le premier épisode avec Darwin. Maintenant, c'est tellement de moyens. Ouais. Là, je vais parler de moyens financiers, parce que j'ai eu de la chance de remporter un concours qui l'a financé. Mais sans ça, j'aurais jamais pu faire
on était énormément. Quand on voit le générique, on était, je sais pas, 30 dessus, quoi. C'était juste énorme. Donc je peux pas refaire de la fiction toute seule, même si j'aimerais beaucoup, parce que ça apportait beaucoup à la chaîne. Mais oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire des formats plus longs, et j'ai envie de refaire du documentaire. L'épisode où je vais au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, etc., aller rencontrer des gens sur le terrain, tout ça, ça me plaît. J'ai envie de faire trop de choses, en fait. Mais là, avec les moyens de ce qui se passe en ce moment, voilà, ça m'a... Voilà, j'ai pris énormément de recul sur la chaîne. Je me suis dit, bon, bah voilà, je pourrais pas tourner d'épisodes de Elle est pas belle la nature comme d'habitude. Je peux en adapter un. Mais après, c'était l'occasion apparemment de créer quelque chose d'autre. Donc là, c'est vraiment un nouveau format qui, j'espère, devrait sortir en fin de cette semaine. Est-ce que le bricolage, les bidouilles, jouent la même place? Ah oui, mais différemment. Pas forcément par le costume, mais clairement, de toute façon, c'est ma patte et c'est comme ça que j'aime communiquer. Il y aura des choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire, organiser des ateliers justement axés autour de la façon dont les arts plastiques peuvent aider à communiquer les sciences? Oui, ça peut être une idée. En fait, c'est marrant parce que je pensais que les gens allaient s'intéresser beaucoup plus aux propos scientifiques qu'à cet aspect de forme art plastique. Et au final, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais comment tu fais pour travailler? Est-ce que tu peux faire des lives où tu crées tes costumes? On veut voir les backstage, etc. Donc je vois qu'il y a vraiment un intérêt pour ça et que ça intéresse plein de gens de se dire comment communiquer justement par la matière. Donc je vais voir comment peut-être communiquer ou rencontrer du public pour en parler, puisqu'il y a un intérêt. Donc moi je suis trop contente si je peux partager ça, c'est hyper chouette. Donc à voir comment ça va se goupiller, mais clairement j'ai des demandes, j'ai des gens qui se posent des questions, que ça intéresse. Un peu comme Jamie avec ses maquettes en fait, c'est comment tu bidouilles des choses pour faire apprendre davantage. Et c'est vrai que finalement dans le monde de la vulgarisation scientifique, il n'y a pas énormément de gens peut-être qui le font. C'est pas hyper représenté. Non, moi, la seule chose à laquelle ça me fait penser, après j'ai pas la prétention de tout connaître, c'est Bop, et tout le monde s'en fout, qui bidouille énormément avec ses costumes, qui est pour le coup sur quelque chose qui est censé être drôle justement parce que c'est très peu travaillé. Par exemple, il va faire une toque de juge avec des rouleaux de papier toilette collés sur 2 feuilles de papier. Enfin, moi, son cosplay du coronavirus me fait beaucoup rire, je dois dire. Ouais. C'est ça. Il s'est mis un t-shirt rouge sur la tête et il s'est juste mis des pinces à linge rouge autour et ça marche, quoi. Mais c'est vrai qu'en communication scientifique, de ce que j'en connais, et encore une fois, je ne connais pas tout, c'est quelque chose qui est très peu représenté et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et on a tendance, je pense qu'il y a il y a 2 soucis. Il y a le fait que les gens n'ont pas forcément ces compétences que tu as acquises en école. Après, il y a la créativité qui entre en jeu aussi. Mais je pense que les compétences aident énormément à faciliter, optimiser et accélérer le processus créatif. Et il y a surtout la question des moyens où les gens doivent se dire mais ça doit coûter tellement cher de faire ces choses-là alors que comme tu le dis c'est de la récup. Donc il y a peut-être des préjugés à faire tomber là-dessus. Ouais, après c'est vrai que moi la vulgarisation de ce que j'en connaissais, bon il y a quand même par exemple Léo Grasset qui travaille avec Cola, où il fait du dessin, donc il y a quand même des gens qui se servent du dessin ou de l'art, etc. Après la maquette ou le costume vraiment physique, j'en connais pas, mais de toute façon, c'est ma manière de communiquer. Après, honnêtement, quand je l'ai sorti, j'étais pas ultra confiante. C'était le début, donc je savais pas comment les gens allaient réagir. Je savais pas s'ils allaient comprendre le 3 millième degré. Et c'est un pari que j'ai tenté un peu égoïstement en disant, mais moi, c'est comme ça que je vois et que j'aime apprendre. J'ai jamais autant appris en regardant les maquettes de Jamie en SVT. Je comprenais rien au bouquin. Et par contre, une fois qu'on me montrait une vidéo de C'est pas sorcier, je comprenais tout de suite. Donc en fait, c'est comme ça que moi j'aime apprendre. Si ça peut parler à certaines personnes, c'est trop cool. Je l'ai fait un peu de manière égoïste et pas non plus totalement confiante en me disant ça se trouve, le monde de la vulgarisation va me dire mais meuf, en fait c'est pas comme ça qu'on fait, c'est un peu bizarre. Donc vu que c'était un milieu, je côtoyais encore personne. Je suis rentrée au Café des Sciences en décembre, donc et j'ai rencontré tout le monde en février. Donc je savais pas. J'ai fait bon on tente et puis si ça marche pas, tant pis. Mais voilà. Je trouve que le résultat, je pense qu'on trouve tous que le résultat est fort sympathique. Non, mais j'ai vraiment eu affaire
à des gens bienveillants. J'étais pas prête en fait. Quand je me suis inscrite sur Twitter, c'était en novembre dernier. Je connaissais personne. J'ai juste commencé à suivre les gens que je connaissais et que j'aimais bien dans la vulga. Et en fait, il y a eu une bienveillance. J'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête. Et j'étais super bien accueillie dans une famille qui s'entraide beaucoup et qui fait attention à chacun. Et petit, grand, enfin, j'ai trouvé une famille. Je vais pleurer. Mais vraiment, j'ai trouvé une famille, un peu le club de sciences que j'ai jamais pu avoir. Quand j'étais petite, ils m'aident tous beaucoup et ils m'ont tous chaleureusement accueillie et je me fais aider au quotidien et c'est énorme en vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est là que j'ai rencontré les meilleurs de mes amis, en fait. Big up à Jess, Charles, Sébastien et tous les autres, vous vous reconnaîtrez. Et effectivement, il y a une bienveillance et une entraide que j'ai pas trouvée dans toutes les communautés. Je dirais pas qu'elle est absente des autres, mais c'est vrai que c'est assez rafraîchissant et j'aime beaucoup le fait que les talents soient reconnus et boostés plutôt que source de compétition ou d'aigreur. C'est vraiment très agréable. Il y a le point Génus qui demande si tu prends des commandes parce qu'il a besoin d'un costume de Hulk pour son épisode sur le nucléaire. On en parle en privé, PH. Ça se discute. Mais s'il n'a pas peur du ridicule, pourquoi pas? Moi, je fais jamais des choses très... Disons qu'il va pas falloir que tu t'attendes à quelque chose de très réaliste et qui te mette en valeur, quoi. Tu aurais été prévenu. Il y a une mode qui s'est créée, enfin il y a beaucoup de modes qui se créent, mais il y a ce qu'on appelle le Disney Bounding, je sais pas si tu en as entendu parler. Non. Qui est avoir une garde-robe dont certains éléments s'inspirent de personnages Disney. Récemment, j'ai eu la joie de découvrir qu'une communauté avait créé le terme History Bounding, où pour le coup ce sont des éléments d'histoire qui sont intégrés. Est-ce que ça t'intéresserait toi de créer du Science Bounding, c'est-à-dire utiliser tes costumes pour créer des éléments de science qui s'intégreraient dans une garde-robe? Mais carrément, franchement, à chaque fois je suis hyper frustrée de pas pouvoir mettre plein d'accessoires complètement bizarres, donc j'y ai déjà réfléchi en fait, vu que je travaille déjà, enfin j'ai déjà travaillé dans l'objet et l'accessoire, en fait c'est pas une question si enfin ça me parle en fait, vraiment. Vraiment j'ai envie d'avoir plein d'accessoires hyper bizarres. Maintenant à voir comment faire, mais j'y ai carrément pensé. D'ailleurs c'est Elodie qui fait beaucoup ça, qui a des super robes avec des formules mathématiques, qui a des super pendentifs. Elodie, est-ce que t'es là? Montre-nous ce que tu as. Ouais, carrément, elle a toujours des bêtes de jupes, des bêtes de robes trop stylées et je suis un peu jalouse. Mais en plus, vraiment, parfois, je me mets à chercher des vêtements un peu rigolos ou qui parlent de science, et souvent, il y en a beaucoup pour les hommes. Et des t-shirts un peu... mais du coup, moi, j'ai trop envie de faire ça. Je veux trop des vêtements rigolos et avec des accessoires rigolos. Bon, mais on sait ce qu'il reste à faire maintenant. On va créer notre marque de Science Bounding. Partante. Je sais que le point Génius a des t-shirts. On va se trouver un plan. Que dire d'autre? J'aurais dû me faire des notes. Je savais que j'aurais dû me faire des notes parce que là, je suis partie en live et puis boum, je sais plus quoi dire et pourtant il y a tant à dire. Est-ce que tu as des espèces qui te... Est-ce que, en fait, si c'est une question qui est intéressante, enfin, sans prétention, est-ce que les animaux sont Enfin, est-ce que le physique d'un animal va être une motivation à faire un épisode dessus? Est-ce que si tu as un animal en face de toi qui n'est pas forcément inspirant pour un costume, tu vas le laisser de côté? Ou tu vas toujours essayer de trouver un moyen d'en extraire des caractéristiques intéressantes? Typiquement le blob, moi je suis épatée de ce que tu as réussi à en faire, et pourtant c'est ça paye pas de mine vu comme ça. Mais est-ce que tu vas chercher des espèces qui sont spectaculaires pour pouvoir créer des costumes mémorables? Pas forcément. J'aime bien parler d'espèces justement qu'on connaît pas trop. Je me fais des petits dossiers où, au fil de mes lectures ou de mes découvertes, je mets des espèces de côté, et après, comme je te dis, j'aime bien quand même mettre un contexte d'actualité. Ça me plaît parce que je trouve ça hyper important de sensibiliser les gens dans l'actualité. Donc pas forcément. J'ai mes chouchous et tout, mais pour autant il y a des espèces que je vais adorer que j'ai jamais fait en costume parce que ça rentrait pas dans justement le contexte actuel. Donc
Ça dépend, mais c'est pas, je marche pas forcément au coup de cœur. Ça dépend vraiment. Et au niveau de l'humour, parce que c'est quand même une composante importante de tes vidéos aussi. Oui. Sur quoi est-ce que tu vas mettre l'accent? Est-ce que ça va être des blagues justement pour rendre l'information plus digeste et créer des pauses, ou est-ce que les blagues sont justement un moyen de faire passer une information et de la rendre mémorable? Ah non, c'est complètement tout ce que j'écris, chaque phrase, il y a une information. C'est vraiment, j'essaye vraiment d'écrire en me disant que chaque phrase doit servir un propos, sinon elle sert à rien. Après, il y a beaucoup d'impro sur place. Souvent, je vais me dire, oh là là, le script, il est pas assez drôle, etc. Et en fait, pendant le tournage, il y a juste des éclats de rire pas possibles, des idées. Une fois que je suis habillée et coincée dans un costume, tout de suite, les idées viennent avec ce monde imaginaire que je me crée. Mais par exemple, avec Pierre, bah voilà, on a improvisé. On avait écrit beaucoup de choses, mais en vrai, il suffit de voir Pierre habillé en poisson, on trouve un bonnet, on en fait un Gandalf. Oh là là, et c'est vrai que dans la malle là-bas, on a une barbe, et en fait, on peut improviser plein de choses. Mais maintenant, voilà, c'est toujours pour servir un propos. Et dans l'épisode du pangolin, quand je fais la séquence un peu fausse pub, bah, c'était pas gratuit, c'était vraiment pour imprimer ce truc un peu, de se dire, waouh, mais le pangolin, c'est dégueulasse qu'on peut en faire, en fait. C'est vraiment ignoble, et voilà, bah, jouer sur l'ignoble pour imprimer le fait que bah, c'est ignoble ce qu'on fait au pangolin. C'était pas juste, je me suis dit, ah ouais, je vois une séquence pub, ça va être trop drôle. C'est en fait, comment faire une séquence vraiment ignoble pour parler d'un truc vraiment ignoble, quoi. Parce qu'il y a eu ce truc de me dire comment je vais faire à l'écran pour montrer le massacre d'un pangolin sans montrer de matière animale et sans montrer de pangolin et sans... Et je me suis dit, il faut absolument faire cette séquence qui va être mémorable. Mais non, chaque blague, chaque moment d'humour est fait pour servir un propos. Ok. Blum, 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 blum. Il y a quelqu'un qui demandait comment s'appelle ta chaîne, donc je dis la boîte à curiosité. Blum, blum. Il me semble que tu écris des articles sur ton blog, ou me trompais-je? Non, tout à fait. C'est un bon moyen pour moi de m'entraîner sur l'écriture et de pouvoir aussi débriefer ce que je peux pas tout caler en 4 minutes, clairement. Donc pour le blog, j'en tire les caractéristiques principales pour imprimer, mais quand même, il y a 20 fois plus de choses à dire. Donc j'essaye toujours de faire une espèce en épisode qui est débriefé après sur le blog pour que les gens puissent en savoir plus. C'est hyper important pour moi de le faire, parce que c'est bien de divulguer 4 minutes d'infos, mais clairement, c'est pas... y a d'autres choses. Ça couvre clairement. Donc, le blog me sert à ça, il me sert aussi à faire des essais. La dernière fois, mon article de blog pour débriefer du Simotoa, j'en ai fait une nouvelle. Je m'entraîne, en fait, je m'amuse. C'est comme un carnet de croquis version virtuelle. Donc c'est du bidouillage d'écriture. Je fais des tests, je vois si les gens aiment bien, mais... C'est à chaque article son style, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas 2 articles similaires. C'est que des tests d'écriture un peu bizarres, mais pour autant remplis d'infos intéressantes. Est-ce que tu as déjà consulté des scientifiques par rapport à l'écriture de tes scripts? Ah bah, c'est systématique. C'est hors de question que ça se passe autrement. Tout ce que vous voyez sur la chaîne a été relu par au moins une personne. L'épisode sur le pangolin a été relu par Pierre Kerner et Tania Louis pour toute la partie, parce que je voulais parler du coronavirus, mais avec quand même des pincettes, comment faire un message bienveillant, etc. Donc elle a été hyper présente pour moi, pour justement voilà, se dire comment on va faire passer un message bienveillant dans cette période hyper anxiogène. Donc non, et puis il faut faire relire, même pas que pour des erreurs, bon, checker les erreurs qui peuvent se glisser au niveau vraiment purement scientifique, mais avoir des visions d'autres personnes. C'est-à-dire que Tania Louis m'a apporté par exemple son œil sur vraiment tout ce qui est virologie, mais elle m'a apporté des petites réflexions. Ah mais ça, t'as pensé à ça, est-ce que t'as vu ça? C'est un brainstorming aussi, ça permet d'avoir des visions différentes et de compléter en plus davantage, d'avoir des questions, d'échanger, enfin c'est hyper important, c'est de ne jamais rester tout seul dans son écriture. Et le fait qu'en plus je ne vienne pas d'un milieu scientifique fait que je suis peut-être 100 000 fois plus rigoureuse à ce niveau-là. Je veux que mes infos elles soient
elle soit nickel, quoi. Je m'autorise aucune marge d'erreur là-dessus, quoi. Et alors, bon, forcément, Tania Louis, qui sera en live lundi prochain, d'ailleurs, sur le Salon de Thé, et Pierre Kerner sont des communicants qui ont, je pense, une ouverture assez forte à la façon dont tu vas communiquer, mais est-ce que tu as senti une résistance de la part de certains scientifiques ou de certains milieux sur la façon dont tu communiquais parce que c'est trop loufoque, parce qu'ils ont peur que le propos soit justement pas sérieux? C'était ma peur principale. J'étais effrayée à cette idée-là quand je me suis lancée dans la vulgarisation. J'étais terrorisée justement de me dire mais t'es pas dans les codes, c'est ça passe ou ça casse, quoi. Je savais pas du tout, je connaissais pas l'esprit un peu de cette communauté, donc j'avais très très peur. Et au final, non, j'ai eu vraiment que des hyper bons retours. Quand j'ai appelé le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse pour qu'on tourne, j'avais pas encore méga abouti la chaîne, et ils étaient hyper ouverts, ils avaient adoré l'épisode sur Darwin, ils m'ont dit mais évidemment viens, on t'ouvre les portes toute la journée, fais ce que tu veux, nous on aime trop ce que tu fais, et j'ai jamais senti vraiment de résistance à ça, au contraire les gens étaient contents de voir quelque chose d'un petit peu différent. Donc au final, ça a été bien accueilli. Et à chaque fois, pour le blog, j'ai contacté Audrey Dussutour. Je me suis dit, bon, directement, je vais me référer à la personne qui s'y connaît le mieux. Et elle a été super sympa. Elle a fait la relecture. Donc non, vraiment, à chaque fois, je suis bien reçue et c'est chouette. En tant que personne qui a une formation en scéno, est-ce que ça t'intéresserait, toi, de faire de la scéno sur des expositions et d'apporter ce côté humour dans une exposition? Enfin, moi, je trouve que ça irait super bien dans une exposition du MNHN, typiquement, d'avoir quelque chose de beaucoup plus ludique et de beaucoup plus drôle. Est-ce que tu as des idées par rapport à ça, sur la façon dont on pourrait communiquer de façon humoristique dans les expos? J'en ai. Quand j'étais à Olivier de Serres, que j'étais étudiante, j'ai fait mes stages. En fait, tous mes stages, je les ai fait au Muséum d'Histoire Naturelle. Parce qu'à la base, en fait, il y a eu un moment où je voulais travailler dans la muséologie et la scénographie, vraiment que dans les musées, parce que ça me bottait. Pareil, c'était un moyen d'allier les deux passions que j'ai. Et par contre, j'y ai rencontré un milieu peut-être un peu plus fermé que dans la vulgarisation. Il y a pas beaucoup d'ouverture, même rien que dans le métier, en tant que poste. Et les peu de personnes que j'ai rencontrées qui travaillaient dedans m'ont dit, en fait, c'est hyper compliqué d'atteindre ce milieu, ça va être dur. Et au final, je me suis dirigée vers autre chose. Mais c'est vrai que récemment, je suis allée à Lyon, je suis allée au musée Confiance. Et je suis tombée d'amour, quoi. Il y avait une expo sur, je crois, c'était les petites bestioles du monde microscopique pour les enfants. C'était une expo que pour les enfants. Et c'était ouf, quoi. Enfin, au niveau de la scénographie, c'était qu'une expo que tu pouvais toucher, etc. C'est vrai que moi, j'ai été un peu frustrée toute mon enfance d'aller dans des musées et qu'on me dise non, tu touches avec les yeux. Non, je touche avec les mains. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux tout toucher. Donc j'aime beaucoup cette scénographie où tu peux toucher. C'est vrai que souvent, ce genre de scénographie est adapté à des expos pour les enfants, malheureusement. Et je pense que pour les adultes, c'est important aussi. Et cette expo à Lyon, elle était dingo parce que tu rentrais dans l'expo, ils avaient reconstitué comme si tu étais tout petit dans des poils humains avec des frites, tu sais, de piscine, et tu rentrais dans une espèce de forêt de frites ressemblant à des poils, et tout de suite, ça te transporte dans un univers et ça te fait fonctionner ton imaginaire qui, une fois de plus, te fait apprendre davantage, et puis c'est ludique, quoi. T'apprends en t'amusant, c'est trop bien, tout le monde a envie d'apprendre en s'amusant. Donc j'aurais adoré pouvoir faire ça. On verra de quoi sera fait l'avenir, mais ouais, moi j'ai plein d'idées, clairement. J'ai trop envie de faire des mondes complètement fous. Ça me fait rigoler. C'est Boris Icor qui dit d'où le Palais de la Découverte, meilleur musée pour toucher des trucs. Et en plus, c'est des trucs scientifiques, mais complètement. Et je trouve que tu apportes une notion qui est intéressante, qui est que la fantaisie et l'imaginaire ont tout à fait leur place dans les sciences, à partir du moment où ça ne pervertit pas l'information, où ça ne la corrompt pas. Il y a tout à fait moyen de créer une science qui soit ludique, qui soit fun, sans pour autant que ça trahisse la rigueur scientifique. Ouais, non, c'est pour ça que je suis rigoureuse aussi sur le contenu que j'offre au niveau purement scientifique, que voilà, je veux avoir la liberté de me dire que quand je crée et que je fais des blagues et que je m'amuse à l'écran, le fond est juste et pas biaisé, et que l'aspect créatif sert ce propos scientifique. Mais ouais, pour revenir au Palais de la Découverte, quand j'étais petite, je saoulais mes parents pour y aller, mais presque une fois par semaine, c'était un enfer. J'adorais. Avec la Cité des Sciences, il y avait la Cité des Enfants qui était géniale aussi. Tu rentrais là-dedans, c'était une cour de récré, et pourtant t'en ressortais avec un tas d'informations géniales, quoi. Enfin,
c'est super. Au Palais de la Découverte, il y avait la cage de Faraday, je me souviens, mais c'était mon rêve de rentrer dedans. Et une fois, j'ai été sélectionnée et j'étais genre tellement... C'était trop bien, quoi. Franchement, ouais, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, pour ça, c'est vrai que c'est génial, c'est de la manipulation, quoi. C'est top. C'est un bon message à transmettre, je pense. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu voudrais parler, des messages à faire passer, des projets dont tu voudrais parler? Bah, je suis sur plein de trucs en même temps. N'hésitez pas, moi je suis... depuis que j'ai fait la vidéo avec Pierre, j'ai envie de faire plein de collaborations. Je suis de plus en plus dans ce travail justement d'échange, etc. J'adore bosser avec d'autres personnes. En fait, c'est bien de travailler toute seule, mais c'est bien de travailler à plusieurs. Donc, je suis vraiment, j'ai soif de projets. Donc, voilà. N'hésitez pas si vous avez des idées, des envies. Moi, je suis trop partante et voilà, hyper enthousiaste de tout ça. Donc. Merci beaucoup d'être venu, merci d'illustrer que la science peut être fun, merci pour tes costumes qui sont vraiment hyper rafraîchissants dans ce domaine-là. Et puis je vous invite tous à suivre Marie, donc sa chaîne s'appelle La Boîte à Curiosité. Je vous invite aussi à la suivre sur Instagram où elle poste plein de belles images et elle va vous faire découvrir plein d'espèces différentes. Sur Twitter, @curiosiboîte, c'est dans la description. Et pour les intéressés, je vous invite vivement à découvrir Les Curiosités de Marie, qui est sa chaîne de bijoux voilà, fabriqués à partir d'ossements et de petits insectes. Merci à tous d'être venus. Merci encore Marie. Merci. Et puis... Merci de m'avoir invité. Et puis vendredi pour un live avec Cyril Vidal, le président de FakeMed, avec qui on va parler de la montée des charlatans durant la période de crise sanitaire. Sujet fort important. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci.